Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs en direct sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 24 novembre. Vous le savez, tous les soirs de la semaine, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Média TV ou le compte Twitter sur le hashtag 60MPC. Vos questions, vos réactions, vous avez déjà commencé à les poster, nous permettront d'alimenter notre discussion. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Rabia Nasseri. Bonsoir, vous êtes membre du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Leila Hiwi, vous êtes représentante du bureau multipays Maghreb d'ONU Femmes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Asma Ahmedi, vous êtes membre du collectif Printemps de la dignité. Et enfin, Dr Brahim Mullali, vous êtes psychologue au centre d'écoute de Marrakech. Merci d'être avec nous ce soir. 70%. Selon l'ONU, 70% des femmes dans le monde subissent au moins une fois dans leur vie des violences. Autre chiffre alarmant, 38% des femmes assassinées dans le monde le sont par leur conjoint ou leur partenaire. C'est dire l'impérieuse nécessité de la mobilisation pour prévenir toutes les formes de violence à l'égard des femmes. C'est dans ce cadre que débute demain une campagne internationale contre ces violences. Rendez-vous annuel depuis 1991. Le Maroc y participe. L'occasion pour nous de nous pencher sur le sujet. Comment définit-on ces violences? Que prévoit le code pénal? Quel état des lieux au Maroc? Quels moyens mettre en œuvre pour endiguer ce que l'on peut à l'égard des chiffres qualifiés de fléaux? Violence contre les femmes, une campagne plus que nécessaire. C'est le titre de l'émission de ce soir. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, on va essayer justement de faire un état des lieux des violences faites aux femmes. J'ai donné quelques chiffres en introduction pour planter ce malheureux décor à l'international. On verra au Maroc qu'est-ce qu'il en est. Alors, si vous nous avez vu, cette écharpe, nous sommes tous en orange ce soir. Vous aurez vérifié aussi, j'ai mis même mes lunettes orange, hein, vous l'avez vu, je l'ai fait exprès. On est tous assortis. C'est le signe, finalement, de ralliement de cette campagne qui commence demain. Leila Hiwi, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à cette campagne ? Oui, bien sûr. Merci d'abord de nous avoir invités. C'est une excellente occasion aussi d'avoir le soutien des médias et de votre émission en particulier pour cette cause qu'est l'éradication des violences à l'égard des femmes. Alors la campagne, c'est une campagne des Nations Unies. C'est une campagne mondiale lancée depuis plusieurs années et qui, depuis maintenant, comme vous l'avez dit, 91, est une mobilisation annuelle et qui a maintenant depuis 2008, par le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, décidé de l'intituler « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». Ceci, pourquoi? Parce que la violence est véritablement une pandémie. Elle se passe dans la maison, dans la rue, au travail. Les femmes sont victimes de leurs conjoints, elles sont victimes dans l'espace de travail. Et il s'agit aujourd'hui de mobiliser la communauté internationale, d'engager les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les médias, les jeunes, les associations, pour que tous s'unissent et renforcent donc leur engagement pour que des actions soient menées pour accélérer la protection des femmes et l'éradication de toutes ces formes de violence. Donc la campagne est un moment important. Nous avons décidé au sein du système des Nations Unies, après, disons, tout ce constat que nous vivons sur les phénomènes de violence que les femmes subissent, que tous les 25 de chaque mois, on devait se mobiliser davantage pour faire connaître le phénomène et agir pour réduire les violences. Et cette campagne s'accélère, s'intensifie, on va dire, entre le 25 novembre, qui est demain, journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, et le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits humains. L'année 2015, le thème cette année-ci pour ces 16 jours de mobilisation et de sensibilisation est un thème de prévention. Alors la prévention, aujourd'hui, c'est très très important. Alors on va en parler justement, parce que c'est vrai que pour parler prévention, il faut qu'on sache comment prévenir. Rabia Nasseri, une campagne annuelle, ça suffit finalement? Est-ce qu'on risque pas, alors c'est extrêmement important de sensibiliser, de prévenir, d'attirer l'attention, que ce soit des médias, que ce soit des pouvoirs publics, de la société civile, mais un rendez-vous dans l'année, c'est suffisant?
Bon, bien sûr, bien évidemment que non. Mais je crois que cette campagne, cette date annuelle, c'est juste pour impulser quelque chose et rappeler. Rappeler. Mais je crois que toute l'année, il y a plusieurs activités qui sont organisées, en tout cas je parle pour le Maroc, qui sont organisées par les différents acteurs donc, en la matière, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan prévention, que ce soit sur le plan écoute et assistance juridique aux victimes. Donc, bien évidemment, c'est un travail, c'est un chantier de longue haleine. Parce que la violence, on l'appelle... En fait, il faut aussi définir ce que c'est. Parce que deux femmes qui se disputent ou qui sont violentes les unes contre les autres, on ne peut pas appeler ça une violence fondée sur le genre. La violence fondée sur le genre, elle structure les relations sociales entre les hommes et les femmes. Elle participe, si vous voulez, de cette image, de cette idée de la subordination des femmes, qui fait qu'on l'appelle la violence fondée sur le genre. Et à ce titre, elle structure les relations sociales de genre au Maroc. C'est donc un aspect important des relations sociales au Maroc. C'est pour ça que c'est une problématique qui est très compliquée, structurante, très compliquée, et c'est un chantier, la lutte contre les violences est un chantier de longue haleine. Asma Lemedi, j'ai donné un chiffre, 70%, quand j'ai lu ce chiffre-là, c'est quand même assez alarmant. Et là, on ne parle pas du Maroc en particulier, on parle de 70% des femmes à travers le monde. Donc en gros, ce n'est pas l'apanage de certaines sociétés. Oui, tout à fait, effectivement. La violence, elle traverse toutes les catégories d'âge, toutes les classes sociales. C'est pas l'apanage d'un pays plus que d'un autre, sauf qu'en termes de protection de la violence, protection que ce soit au niveau juridique ou autre, c'est différencié. C'est ce qui fait la différence entre des pays qui luttent contre les violences de genre et des pays qui ne font rien pour que ça change. Je crois que c'est qu'à ce niveau-là qu'il faut... Voilà. Non, ce que j'aimerais dire, c'est que bien sûr, on connaît les statistiques mondiales, le chiffre que vous citez, celui du rapport du secrétaire général qui dit 70% à travers le monde ont été victimes d'une forme ou d'une autre forme de violence. Les statistiques sont également été menées au Maroc par le Haut Commissariat au Plan en 2009 qui a fait cette enquête de prévalence et qui a aussi confirmé les tendances mondiales. On est à 62%, 62,8%. C'est une enquête nationale sur la prévalence à l'égard des femmes menée entre 2009 et 2011. 62,8%, c'est 6 millions de femmes marocaines qui, pendant les 12 mois qui précédaient l'enquête, ont subi une forme ou une autre de violence. Et quand on dit forme de violence, c'est violence physique, sexuelle, psychologique, économique, inapplication des lois également. Et là encore, c'est basé sur un sondage. Encore une fois, c'est pas un sondage, c'est des enquêtes de prévalence dans les standards internationaux qui permettent de mesurer un indicateur de la prévalence du phénomène dans une population. Et donc, ce n'est pas un sondage. Quand on parle de prévalence, c'est souvent quand on fait des études d'un point de vue pharmaceutique. Mais non. Et donc, oui, c'est véritablement, l'a bien signalé, cette violence est due et constitutive des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, de domination masculine, et qui sont tolérés, intégrés dans les comportements, les mentalités, les attitudes, et qui fait qu'elle est tolérée. Et c'est pour cela que, disons, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, oui, on mène des campagnes annuellement pour dire non, stoppons la violence, c'est pas inévitable et on peut y mettre fin, mais quand même, si on regarde depuis 95 la conférence de Beijing, qui parmi les axes avait un axe qui était dédié à la violence, 20 ans après, on est toujours à 70% mondial et on est toujours à une violence conjugale, par exemple, au niveau du Maroc de 55%. Donc, il y a véritablement un problème. Alors je disais, c'est pas l'apanage, parce qu'on voit les chiffres d'un point de vue mondial, je disais c'est pas l'apanage d'un pays ou un autre, mais il y a quand même un terreau plus favorable dans certains pays où le rapport à la femme, le rapport à la parité, le rapport au respect des droits de la femme est quand même, on va dire, différent d'autres pays. Voilà, tout à fait. Là, je pense que c'est une question de culture aussi. Je pense qu'il y a une culture, et chaque pays donc a sa propre culture, qui va faire que cette violence est, comme vous disiez, tolérée. Je ne dirais pas que c'est toléré, mais elle est imposée. Parce que si vous prenez le schéma de la violence en fonction du genre, vous allez trouver les auteurs de la violence
des gens qui vont avoir le sentiment que c'est le comportement de la femme, surtout dans les violences conjugales, qui a poussé l'homme à être violent. Il y a un deuxième schéma qui est très important, c'est un schéma hétérosexuel dominant. C'est-à-dire, il y a le sujet fort, donc c'est une question de rapport de force, donc le sujet fort actif sur un objet, entre guillemets, sur l'objet passif, qui est donc la femme. En plus, on ne doit pas prendre les cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut voir peut-être de manière générale, pour ne pas dire que le Maroc, par exemple, a une particularité par rapport aux autres pays. Je pense que le problème de la violence est un problème universel. Sauf que il y a des différences selon les cultures ou selon la nature de la violence qui est exercée. Il y a des violences physiques directes, il y a des violences qui sont exercées qu'on peut classer dans les violences psychologiques ou peut-être sournoises, si on peut dire, et qui ne se montrent pas. Donc selon les cultures, si vous prenez par exemple le Maroc, la violence exercée en milieu urbain est différente de celle qu'on rencontre dans le milieu rural, à la montagne. Vous parlez dans sa nature ou dans la perception que les gens vont avoir? Moi, je dirais les deux. Oui. Je dirais les deux, aussi bien la nature que dans le. Alors justement, ça va nous permettre, ce que vous vouliez faire tout à l'heure, définir les violences, parce que c'est important, parce qu'on va le voir déjà d'un point de vue définition en termes de perception de la société, mais aussi refléter au niveau juridique. Aujourd'hui, quelles sont les violences? Je crois que ce qui est important peut-être à souligner, c'est disons, une sorte de transition où, au niveau du système international des droits de l'homme, de plus en plus, il y a un changement. Une évolution qui est positive de considérer que... Parce que les violences n'étaient pas traitées par le droit international des droits de l'homme. Et donc, je pense l'une des principales transitions de ces dernières années est la prise de conscience que, en fait, les violences sont exercées à l'encontre des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et donc, à ce titre, de plus en plus, le système international des droits de l'homme ou le cadre international des droits de l'homme a tendance à les considérer comme une discrimination. Et les discriminations, on sait qu'au plan juridique, on sait comment on peut les combattre dans tous les pays du monde. Elles font partie de l'ordre public, etc. Donc de plus en plus, il y a, disons, cette définition que la violence est une discrimination. Et donc, ça c'est la première idée. La deuxième idée, la violence empêche les femmes. Par exemple, si dans un pays, les femmes ont des droits, au Maroc, on a le droit de sortir, on a le droit d'aller au travail, on a le droit de faire son marché. Mais la violence dans la rue, l'insécurité, empêche les femmes vraiment de bénéficier ou de jouir de ce droit, donc de cette liberté de mouvement. Et donc, ces deux idées sont importantes. Juste pour revenir au Maroc, je crois qu'il y a deux mots-clés pour un petit peu définir ce que c'est la violence au Maroc et pourquoi elle est différente peut-être d'autres pays. C'est d'une part l'impunité, et d'autre part, l'acceptation sociale dont a parlé Leïla. Il y a une acceptation sociale, d'une part, une forte acceptation sociale, peut-être qu'on ne trouvera pas dans d'autres pays, et puis il y a l'impunité des agresseurs. Et je crois qu'il y a des statistiques, nous avons la chance d'avoir des données sur l'impunité des agresseurs qui sont fournies par l'enquête de prévalence. Par exemple, je vous donne juste un chiffre, selon le HCP, seul 18,8% des violences qui sont réprimées par la loi, parce qu'il faut faire la différence. Oui. Il y a des actes de violence qui sont définis et qui sont incriminés et qualifiés par le code pénal. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas qualifiés. Je prends que les actes de violence qui sont qualifiés par le code pénal. Seulement 18,8% des femmes ont rapporté cette violence aux autorités compétentes. Et dans le rural, 11%. Vous êtes en train de me dire, c'est qu'on est dans le schéma classique de l'impunité. Soit du déni, soit de la peur d'aller déclarer comme d'habitude, que ce soit dans le cadre d'un viol ou que ce soit dans le cadre de n'importe quel type de violence. Il y a une enquête qualitative qui a été menée dans la région de Marrakech, que j'avais vue il y a longtemps, qui m'avait frappée. Une femme, et c'était pas sur les violences, c'était sur la santé reproductive, par le ministère de la Santé, je crois, et qui disait, elle savait même pas que son mari n'a pas le droit de la frapper et que c'est sanctionné par la loi. Elle pensait que ça fait partie, disons, de l'ordre, non seulement social des choses, mais de l'ordre juridique des choses que son mari. Elle ne savait pas, elle a dit, mais pourquoi je vais me plaindre? C'est sur mon mari. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens, par ignorance, par peur, et par un schéma, dire, si je vais à la police, ça ne servira à rien. Donc, voilà.
Non, je voulais juste confirmer, compléter ce que disait Rabea, c'est que sur ces 18%, il faut savoir que 25% se terminent en procès verbal et seulement 1%, 8 de personnes vont être inculpées. Et quand il s'agit de violences conjugales, c'est à peine 3% qui sont déclarés. C'est vraiment un véritable problème aujourd'hui, cette question de l'impunité. Il n'y a pas que le manque d'information. Mais il y a en plus, je pense que je parlais tout à l'heure de la culture, de l'éducation aussi. Nous savons que, par exemple, un enfant qui grandit dans un foyer où le père, par exemple, depuis son jeune âge, l'enfant vit dans la violence, dans un climat de violence, il va l'intégrer comme un comportement normal. C'est-à-dire, parfois, ça pourrait aller jusqu'à considérer cette violence comme une espèce de déclaration d'amour. C'est-à-dire, comme papa aime maman, c'est pour ça qu'il la frappe. Ce sont des choses qui s'installent dans l'esprit de l'enfant et il va grandir avec ça. Si rien n'est fait, cet enfant, plus tard, il reproduirait pratiquement le même comportement, le même schéma. Les filles également, selon le milieu dans lequel elles ont grandi, il y a des formes de violence qu'elles ne voient pas comme telles. C'est-à-dire ils vont considérer comme quelque chose de normal. De normal parce qu'elle-même, elle a grandi dans un climat où le père était dominant, où il était... Donc elle l'intègre. C'est pour ça que peut-être le manque d'information, peut-être le manque de sensibilisation fait qu'on tombe dans la situation qui fait accepter les choses. C'est peut-être nous qui les regardons de l'extérieur, on va dire mais c'est pas normal, c'est un peu ce qu'a dit Rabea. Elle trouvait ça normal. Alors on reviendra sur le mécanisme psychologique parce que c'est important, parce que quand même l'unité dans la famille qui éduque et perpétue finalement la famille, c'est quand même la femme. Il faut essayer de comprendre s'il n'y a pas, je poserai la question tout à l'heure pour voir sur est-ce qu'il n'y a pas un militantisme dans le foyer qu'il faudrait développer pour que la femme éduque ses enfants dans le respect de la femme. Mais bon, ça on le verra tout à l'heure. La femme, c'est la femme et l'homme. Oui, la femme et l'homme. Mais bon, d'un point de vue juridique, est-ce qu'aujourd'hui, je reviens au juridique, Asma El Madi, est-ce qu'on a aujourd'hui, on l'a bien vu, un code pénal qui correspond aux besoins qu'on pourrait avoir aujourd'hui pour justement permettre d'endiguer les violences faites aux femmes? Je ne pense pas. En fait, dans la coalition Printemps de la Dignité, on a travaillé autour de la question du code pénal et on a émis un certain nombre de remarques. La première remarque, c'est que le code pénal ne définit pas la violence de genre. Une deuxième remarque, c'est que même par rapport à... On ne définit pas la violence de genre, c'est-à-dire que c'est une violence, comme vous l'avez dit, une violence entre femmes, une violence homme à femme ou femme, d'accord. C'est tout mélangé. Une deuxième remarque, c'est que même par rapport à la manière dont il est structuré, il n'y a pas de paragraphe ou de partie précise qui essaie d'englober l'ensemble des violences de genre. Du coup, on va retrouver des formes de violence, telles que le viol par exemple, dans tout ce qui est atteinte aux mœurs. Donc c'est pas l'intégrité physique de la femme qui est prise en considération. On va pas trouver dans le code pénal des éléments de cadrage philosophique qui font que c'est la question des droits humains, de la dignité de la personne humaine qui sont prioritaires. Au niveau de la structure, toujours, alors que le code pénal, en principe, il est essentiellement fait pour protéger les droits et les libertés, notre code pénal marocain, il va essentiellement axer dans sa première partie, il va essentiellement axer sur la question de la protection de l'ordre social. Donc il y a plein de... au niveau de la langue elle-même, au niveau de la langue même du code pénal, moral et au niveau de la langue même qui est utilisée dans le code pénal, on va se retrouver avec plein de terminologie qui n'est pas une terminologie juridique et du coup qui va prêter à différentes interprétations au niveau de la mise en œuvre de... Donc vraiment, c'est pour ça que pour le Printemps de la Dignité, nous demandons à ce qu'il y ait une refonte du code pénal qui soit basée sur une philosophie protectrice des droits de la personne humaine, qui au niveau de sa structure prennent en considération les violences de genre comme des violences à caractère spécifique, qui au niveau de sa langue utilise une terminologie juridique
et qui, au niveau de ces dispositions, remettent en question un certain nombre de dispositions, qu'il y ait des actes qu'elle n'incriminent pas qui soient incriminés, que des actes qui sont incriminés ne le soient pas. Donc voilà, globalement. Alors j'aimerais juste faire on a une typologie des violences finalement qui sont aujourd'hui. Il y a la violence physique, bon, bah, elle est compréhensible, la violence sexuelle, bien sûr. Alors c'est là aussi, on a déjà fait des émissions sur le viol, on voit la différence entre violence sexuelle, entre le viol avéré et ce qu'on appelle les attouchements, et la violence psychologique, la violence économique, qui est tout acte qui consiste notamment à nier à une femme le droit d'accéder aux ressources et d'en avoir la libre disposition, c'est comme ça que c'est défini, et les atteintes à la liberté individuelle. Toutes ces violences aujourd'hui, je reviens encore sur le point de vue juridique, on a qu'un juge a les moyens de juger dans la subtilité aujourd'hui, parce que c'est tout en subtilité, toutes ces affaires-là, c'est jamais blanc ou noir, c'est tout le temps dans des nuances, avec des situations qui sont plus ou moins difficiles. Vous êtes psychologue, vous avez peut-être eu à faire, je ne sais pas, assister à ce genre d'affaires en tant qu'expert, mais est-ce qu'on a des juges qualifiés qui sont pour pouvoir juger ce type d'affaires? En complément de ce qu'a dit madame, c'est qu'il y a des violences qui ne sont pas reconnues, mais qui sont des violences en tant que telles, c'est-à-dire les violences que j'appellerais moi personnellement les violences invisibles et les violences douces, c'est-à-dire même les violences purement psychologiques par exemple ne sont pas reconnues juridiquement. Vous ne pouvez pas le prouver, c'est-à-dire vous pouvez avoir une attestation ou un certificat qui atteste que cette victime de violence souffre de troubles psychologiques, de dépression, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais on ne peut jamais dire que ça résulte. Nous le savons très bien. Nous savons que c'est la conséquence de la violence que cette victime a subie. Mais juridiquement, le juge ne va pas dire « oui, c'est vrai, il souffre de problèmes psychopathologiques qui sont dus à cette violence un peu sournoise ou... D'abord, pour que les personnes puissent pour agir et identifier les formes de viol, il faut d'abord qu'il y ait un cadre juridique qui les définisse. Il faut qu'elles soient déjà établies dans le cadre juridique pénal, dans une loi spécifique sur les violences, et que ça soit bien défini, que les gens aient la définition exacte, que les différents acteurs policiers, juges, magistrats, greffiers, etc., soient formés à différentes définitions, différentes formes, pour qu'après ça puisse disons, être exécuté dans la pratique, disons, juridique nationale, pour que les tribunaux fassent des jugements, considèrent la violence psychologique. Aujourd'hui, dans l'ensemble des pays où l'ONU Femmes a une présence, la grande problématique est la question des preuves, par exemple. Même lorsqu'il y a violence avérée, les dispositifs juridiques ne permettent pas de considérer les plaintes des femmes sur la question de la preuve. Et c'est un véritable handicap. C'est pour cela que des organisations, des coalitions, de la société civile, des mouvements de plaidoyer se font pour qu'il y ait des dispositifs juridiques, des législations spéciales sur les violences à l'égard des femmes, qui amènent un maximum de mesures, de clarification, de définitions permettant justement d'agir en conséquence quand une femme vient, qu'il y ait une présomption déjà de l'écouter. Sans la mettre dans une double victimisation qui est d'abord qu'elle a été victime d'une violence conjugale par exemple, et que quand elle arrive au commissariat de police, ça se termine par une réconciliation et on l'envoie chez elle, qu'elle subisse une autre violence qui est qu'on ne croit pas, qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne considère pas. J'imagine de toute façon, quand une femme est victime de ce type de violence et qu'elle arrive au commissariat ou au poste de police, ce sont des hommes qui sont en face. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette réflexion-là d'avoir des cellules d'accueil, même pas cellules d'accueil, je ne vais pas dire cellules dans un commissariat, mais au moins une officier de police qui soit là pour accueillir ce genre de plainte. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que cette question-là, vous l'avez tout à fait souligné, et mes collègues aussi, c'est-à-dire qu'il faut légiférer, bien sûr, il faut qualifier déjà, c'est très important, qualifier les actes, parce que si on ne les qualifie pas, on reste dans le flou. Ensuite, il y a 4 obligations qui sont faites aux États. D'abord,
il faut prévenir, je crois que c'est le mot-clé, il faut prévenir. Mais ensuite, comment on prévient? Excusez-moi, je m'arrête là-dessus, parce que il y a tout la prévention, vous savez, c'est très dur, hein, c'est très facile et c'est très dur en même temps. C'est vrai, c'est tout le... Sur quoi on agit? Le système de socialisation. À qui on parle? Tout le système de socialisation. Mais les choses sont liées, on ne peut pas séparer. La prévention est liée au reste aux politiques publiques, à la législation, aux programmes scolaires, aux médias, etc. Donc c'est un tout. Donc je disais, il y a 4 obligations. La première est de prévenir. La deuxième est d'enquêter. Qu'il y ait un système d'enquête. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque vous regardez, par exemple, les crimes de torture, la charge de preuve n'incombe pas à la victime. Elle incombe à la police d'établir preuve. Ben, c'est la même chose pour le CNDH. Dans notre mémorandum qu'on a envoyé à la suite donc du projet de loi sur les violences à l'égard des femmes qui avait fait beaucoup de bruit, on avait beaucoup discuté de cette question de la charge de preuve, en disant dans de nombreux cas, il ne faut pas demander à ce que ce soit la victime qui apporte la preuve. Donc la deuxième chose, c'est enquêter, poursuivre, sanctionner, punir et ensuite réparer, accompagner les victimes, ce qu'on appelle les survivantes, et accorder réparation. Donc il y a un système qui est global. Or, le code pénal ne peut pas faire tout ça. Le code pénal ne fait que qualifier et sanctionner. Après, tous les aspects de prévention, d'accompagnement, de réparation et de soutien doivent faire l'objet, c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une loi qui soit, disons, cohérente et globale, hein, qui porte sur des dispositions, bien sûr, pénales, mais qui porte aussi sur les dimensions de prévention, de soutien, de réparation, etc. etc. Moi, je pense que c'est vrai que la loi peut-être ou le côté pénal ne suffisent pas. C'est pas en durcissant une loi que ça va faire diminuer peut-être la violence ou le nombre de... Voilà, encore faut-il l'appliquer. Et même si on l'applique, moi je pense que c'est une question de mentalité. Et là, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être que si on veut faire de la prévention, on va agir à la base. Il faut aller à la racine, il faut que ce soit radical. C'est-à-dire prendre les choses à la racine, c'est repartir de l'éducation, de la sensibilisation dès le jeune âge, parce que c'est une question de mentalité. Et quand une mentalité est bien ancrée, la loi ne suffit pas toute seule. Parfois, il y a une tendance presque, j'allais dire, inconsciente, qui fait qu'on trouve du plaisir à transgresser les lois. Donc, est-ce qu'en disant, je ne sais pas, telle violence sera punie est-ce que ça va empêcher? Parce qu'au moment où l'acte a lieu, l'acte de violence, la personne n'a pas une présence d'esprit pour dire, oui, attention, si je lui donne 2 gifles, c'est 1 an de prison, et 3 gifles, ça va faire encore plus. Jamais de la vie. Donc c'est tout un comportement, c'est toute une mentalité qui va commander et engendrer justement ce comportement. Donc le travail, à mon avis, doit être fait à la racine. Alors, je ne vous cache pas, de tous les sujets qu'on traite sur cette émission, arrive à un moment donné que ça soit que l'on parle de fiscalité, que l'on parle de citoyenneté, que l'on parle d'environnement, que l'on parle de respect à l'égard des femmes, on revient toujours à la même problématique qui est l'école. Donc finalement, aujourd'hui, vous êtes en train de me dire, dénominateur commun, qu'il y a énormément de choses, il y a du boulot à faire au niveau de l'éducation, on le sait, pour pouvoir implémenter toutes ces questions. Mais si aujourd'hui on arrive à insuffler ça au niveau de l'école et que l'enfant sort dans la rue et qu'il voit la manière avec laquelle les femmes sont abordées dans la rue ou que ce soit dans le foyer, tout cela est ruiné. Oui, mais c'est-à-dire que moi je pense que ce qui est important, et l'ONU Femmes a beaucoup développé des outils sur toutes ces questions d'approche en termes législatifs, mais également en termes de stratégie, et nous pensons que les réponses, elles sont multiples et pluridisciplinaires. Et c'est pour cela que, bon, on y reviendra sur la question de la prévention, mais quand on dit, oui, bien sûr, c'est l'école, mais c'est aussi travailler avec les hommes, travailler avec les garçons, dans des actions de sensibilisation. C'est très important de travailler avec les auteurs des violences, mais c'est aussi que les lois qui vont être promulguées pour protéger les femmes et leur permettre l'accès aux soins et aux services, qu'elles soient en cohérence avec toutes les autres stratégies et programmes du pays. C'est-à-dire que ces lois-là ne soient pas en contradiction avec le code de la famille, par exemple. La loi, quand elle est promulguée, devrait être en cohérence et même amener à une réforme d'autres législations, du code du travail, du code de succession. On doit faire une petite pause. Je vous coupe, vous
inquiétez pas, on revient. On fait une petite pause, on continuera après. Je me permets d'insister envers le contenu de la prévention, parce que c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui est assez important. On fait ça juste après la pause. Sur Facebook, je vais vous lire une réaction, alors pas sur Facebook, sur Twitter, qui nous dit « Je n'ai jamais compris pourquoi, lorsqu'une femme reçoit un coup, elle ne répond pas. » Dans le sens, elle ne rétorque pas. Pourquoi ne pas réagir, surtout lorsqu'elle se fait battre pendant des années et reste comme ça, souvent à cause des enfants. La femme garante de l'unité familiale se sacrifie? Quelque part, oui, enfin, se sacrifie. C'est-à-dire, je reviens toujours au rapport de force. Donc déjà, cette perception de la femme être inférieure sur laquelle il va falloir jouer. Et puis, cette faiblesse dans laquelle la femme va se retrouver. Et donc, elle va accepter consciemment ou inconsciemment son état d'être inférieure. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que c'est pour justifier. Il y a des femmes qui sont battues, qui vous disent « Oui, je n'ai pas où aller. Si je vais chez mes parents, mon père va me renvoyer tout de suite chez mon mari. » Et donc, ils se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume. Et il y a puis cette relation aux enfants. C'est-à-dire, c'est vrai que, ça nous le savons tous, la théorie de l'attachement fait quelque chose pourrait expliquer, et explique même toute la relation qui se crée entre la mère et l'enfant. Et nous le voyons tous quand j'ai vu des situations où les maris, enfin où les pères sont partis parce qu'ils venaient... Je rappelle que vous officiez dans un centre d'écoute à Marrakech, où vous recevez voilà, des femmes qui sont victimes de violences. Je reçois, l'écoute est faite par les filles qui sont responsables. Et moi, je fais la prise en charge carrément thérapeutique. C'est-à-dire, je les suis sur le plan psychothérapeutique pour voir un peu leur état. Généralement, bien sûr, c'est des femmes qui ont toutes besoin d'une prise en charge en psychothérapie parce qu'ils viennent dans un état perte de l'estime de soi, autodépréciation, dépression, ça c'est garanti. Elle parle facilement à un homme, je vous pose cette question-là. Oui. Des fois même, c'est vrai qu'au début, certaines associations avaient pensé pourquoi ne pas engager une femme pour écouter ces femmes. Et ils ont trouvé que ça n'avait pas beaucoup d'effet. C'est-à-dire quand elle est écoutée par un homme, et donc c'est un homme qui va la défendre d'abord, donc qui va la prendre en charge et qui va lui montrer que ce qu'elle vit n'est pas normal, c'est contre la loi, contre la morale, contre tout. Moi je pense qu'il y a un côté réconfort, justement, grâce au fait qu'elle soit écoutée et prise en charge par un homme. Rabia Nasseri, les structures d'écoute. Bon, je prends l'exemple de la France, je pense qu'il y a un numéro 3929 ou 3919 qui est un centre d'appel, centre d'écoute qui reçoit énormément d'appels. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des chantiers qu'il faudrait peut-être mettre en place? Est-ce qu'il en existe? Combien de structures d'accueil existent? Est-ce qui émanent de la société civile? Oui, il faut savoir que déjà que ce problème, si vous voulez, cette problématique a été, disons, mise sur l'agenda politique et social de débat grâce au travail des associations qui ont commencé par ouvrir des centres d'écoute, parfois d'assistance juridique, ce qui n'est pas évident, de prise en charge, et donc qui ont pu donner une visibilité à travers les témoignages et les chiffres. Quoique c'est juste des chiffres de plaintes, ce n'est pas des enquêtes de prévalence. Donc je crois que c'est un travail considérable qui a été fait et qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une centaine, enfin j'ai pas une idée, mais au départ on était, je me rappelle, il y avait 2 ou 3 centres au départ. Maintenant, il y en a une centaine à travers le Maroc. Donc il y a un travail, mais les associations, elles ne peuvent pas prendre en charge un phénomène, disons, un problème de cette envergure, de cette ampleur. Moi, j'ai dit au départ, c'est un chantier énorme. Et donc, il y a lieu de faire, disons, que chacun prenne ses responsabilités. Et l'État a une grande responsabilité, les collectivités territoriales, parce que la prise en charge, l'accompagnement, le soutien, c'est des activités de proximité. L'État de Rabat ne peut pas faire le soutien. Donc, il faut que les nouvelles collectivités maintenant territoriales, etc., puissent, c'est pas une compétence qui est attribuée aux collectivités territoriales, malheureusement. Donc il faut que les collectivités territoriales, au lieu Bachimchi ou Ibni, ou je ne sais pas, construire le mur d'un cimetière ou n'importe quoi, qu'il y ait, disons, ces centres en partenariat avec les ONG. Ce que je voulais dire, c'est juste, si vous permettez, je voulais dire que
lorsqu'on parle comme ça des femmes, c'est comme si elles étaient juste des êtres faibles et des victimes. Mais les individus sont rationnels, ils font des calculs. Même les individus ils font des calculs. Si elle va à la police, ça veut dire qu'elle est entrée dans un processus de rupture. De rupture. Donc, moi, je connais des médecins qui faisaient l'accueil pour les femmes victimes de violences à l'hôpital ici à Vicenne, et ils disent que quand elles viennent, elles ne disent jamais que c'est le mari, par exemple. Elles disent, je suis tombée dans l'escalier, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que si elle entame ce processus-là, elle va se retrouver dans des problèmes. Qu'elle estime, elle, beaucoup plus graves que sa petite personne. Donc, elle peut prendre des coups, mais elle va y avoir les conséquences, le divorce, de la stigmatisation sociale. Parce que les gens ils disent, ouais, son mari l'a frappée, c'est pas grave, je veux dire, bon, elle peut quand même, elle a des enfants, elle n'a pas où aller. Et deuxième remarque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'impunité et d'acceptation. Donc, quand quelqu'un est violenté dans la rue, on ne parle même pas du mari, dans la rue. N'importe qui peut voir ce qui se passe dans la rue. Des gosses de 10 ans, 11 ans, qui harcèlent des jeunes femmes de 20 ans. C'est quelque chose qui est absolument choquant, de 10 ans. Pourquoi ils se permettent de faire ça? Et pourquoi la jeune femme de 20 ans... personne. Oui. Pourquoi la jeune femme de 20 ans ne réagit pas, baisse la tête? Parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas protégée dans la rue, que si elle riposte, elle risque de se retrouver dans des problèmes plus graves. Donc, il faut toujours regarder cette histoire disons, d'acceptation et d'impunité. Et je crois que c'est les maîtres mots. Et pour revenir à votre question, et j'arrête là, la prévention, moi, à mon sens, c'est la capacitation des femmes. Qu'elles commencent à dire non, qu'elles témoignent. Alors, justement, ma question, c'était de vous poser à qui elle s'adresse. C'est-à-dire, comment délivrer le bon message? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir des campagnes choc, comme ce qu'on a pu voir à l'international? Est-ce qu'il faut faire comme les accidents de la circulation pour montrer ce que ça représente? Jouer sur sur l'image de la mère, qui est quand même assez sacrée dans notre culture. Mais je pose la question. Comment on fait? Parce que après, ça peut être pris malheureusement par beaucoup de gens à la rigolade. Donc, comment on communique? La prévention, c'est comme on l'a dit là, c'est à plusieurs niveaux, c'est à tous les niveaux et avec tous les acteurs. C'est bien évidemment dans même le texte de loi, la prévention doit être une dimension qui est prévue dans la législation. Donc l'ONU Femmes a développé un standard en matière de législation et parmi les aspects qui doivent figurer dans une loi qui pénalise, il doit y avoir une pénalisation, une prévention. La prévention se fait à tous les niveaux. Elle se fait à l'école, elle se fait à travers les médias, elle se fait avec les hommes et les femmes, elle se fait dans les associations, elle se fait dans le secteur privé. Des campagnes ont réussi, on essaie de mobiliser la société dans tous les groupes sociaux qui la constituent pour essayer d'éduquer et d'expliquer fondamentalement la question d'égalité entre les sexes et de supprimer, d'annuler cette question de domination masculine sur les femmes et de révision des rapports de pouvoir. C'est fondamental. La masculinité aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se font. On commence à travailler à expliquer aux hommes qu'être un homme, c'est pas être violent. Qu'être un homme, c'est aussi de pleurer. Qu'être un homme, c'est pas forcément d'être viril, etc. Et donc, c'est très complexe, c'est très profond. Vous vous rendez compte que ça va être dur à faire passer comme message dans une société comme la nôtre. Vous revenez je reviens de Tunisie, où il y a une campagne nationale de l'ONFP très intéressante. Ils ont chaque année des discours formidables. Cette année, c'était l'UNF est une faiblesse. Donc la violence, ils s'adressent aux garçons, aux hommes, et ils leur disent la violence, c'est une faiblesse. Si vous êtes violent, vous êtes faible. Donc je disais, la prévention, c'est à tous les niveaux. C'est aussi rendre les femmes autonomes, c'est aussi lutter contre les vulnérabilités et la précarité. De l'enquête de prévalence que le Haut Commissariat au Plan a donné des statistiques d'abord, elle est le fait des jeunes, elle est le fait de, ça c'est très important de le signaler, c'est les moins de 35 ans, elle est le fait de jeunes, elle est urbaine, et elle est accentuée avec les conditions socio-économiques. Donc, si on arrive à avoir des politiques, à travailler de façon globale avec des politiques multisectorielles, où on travaille sur l'autonomisation économique des femmes, où on travaille sur la question d'égalité,
on est aussi dans des aspects de prévention. On a cette information. Plus on est, je vais schématiser, mais plus on a d'argent, moins on est violent à l'égard des femmes. Ah si, moi j'ai les statistiques du Haut Commissariat au Plan. Alors, dans l'enquête de prévalence sur la vulnérabilité, le chômage accroît toutes les formes de violence. Alors, les violences physiques, par exemple, pour les femmes qui sont en chômage, eh bien, il est en rapport par rapport aux femmes actives, il est de 140% plus important, parfois plus important. C'est assez. Ils ont même, au niveau de l'enquête de prévalence, fait le rapport lorsque les personnes vivaient à 4 ou 5 dans une même pièce par rapport à ceux qui vivent à une personne dans les mêmes pièces. Il est à 4 fois supérieur pour les gens qui vivent à 4 ou 5 dans la même pièce par rapport à ceux. Donc la situation économique, la jeunesse et la jeunesse urbaine, c'est véritablement problématique. Non, c'est vrai qu'il y a des facteurs socioculturels qui pourraient expliquer aussi en grande partie justement le recours à la violence. Il y a aussi, comme vous venez de le dire, dans le domaine, enfin du point de vue socio-économique, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on trouve tout le temps. C'est vrai que parfois on peut trouver des formes de violence même dans des familles plus ou moins aisées. Pas forcément. C'est vrai que peut-être la pauvreté, le chômage, tous ces petits facteurs font qu'ils vont favoriser peut-être... C'est des grands facteurs. Voilà, et quand je dis petit, c'est-à-dire petit facteur, pas petit facteur, finalement c'est vrai, ils deviennent des grands facteurs. N'oubliez pas que monsieur est psychologue, donc voilà. Ils vont favoriser donc le recours à la violence. Il y a aussi le recours, enfin l'usage de la drogue, de l'alcool, enfin de toutes ces choses qui accentuent aussi le recours à la violence. Alors on parle du juridique, mais je vais vous poser la question. Je vais sortir quelques instants de mon objectivité pour y revenir. Je reviendrai dans ma tanière d'objectivité. Quand on a des mariages de mineurs qui sont autorisés par des juges, alors que c'est censé être l'exception, on en parle souvent, ça envoie un signal quand même assez fort à la société. Est-ce que on peut inculquer, militer pour moins de violence à l'égard des femmes lorsqu'on a des cas comme ça? Le mariage des mineurs, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est symptomatique de la société? Par rapport au mariage des mineurs au Maroc, nous savons que pour ce qui est du Code de la famille, l'âge légal du mariage, c'est 18 ans. Sauf que dans les faits, il y a 2 voies de recours qui permettent des dérogations. La première, c'est quand on passe par l'article 20 qui donne au juge cette capacité de donner des dérogations dans des conditions spéciales. Et la deuxième, c'est quand on passe par l'article 16 et qui était une disposition, si on veut, transitoire dans le cadre de la mise en œuvre de la Constitution et qui permet de légaliser, si on veut, le mariage à travers ce qu'on appelle Toubout Zoujia. Donc ce sont les 2 voies de... en fait, ce qui est alarmant, c'est que cette espèce d'exception est devenue quasiment une règle. Et depuis un certain temps, le taux, il est à la hausse. Par rapport au mariage des mineurs, nous, on parle de mariage forcé d'enfants. Et cette tendance à la hausse se voit essentiellement par rapport aux jeunes filles. Donc c'est quelque chose de vraiment féminisé. Puisque j'ai les chiffres quelque part... oui, sur 99,4% de demandes, c'est 98 qui sont des femmes, donc c'est quasiment... Est-ce qu'on peut encore, lorsqu'on est en train de militer contre la violence à l'égard des femmes, est-ce qu'on peut encore accepter cet état de fait? C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait la prévention, c'est aussi la capacitation à tous les niveaux. La capacitation économique, éducative. Je sais qu'il y a des femmes qui ont un très bon salaire, qui sont très éduquées, qui peuvent être subir des violences, mais je veux dire que ça diminue la prévalence ou les chances pour que cette femme puisse accepter
Parce qu'il y a un problème. Si de plus en plus maintenant de Marocaines, et bien évidemment, je l'espère, des Marocaines disent non, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est déjà, moi je trouve dans notre société, qu'on commence par, les gens disent c'est inacceptable, je ne peux pas accepter. Après, bien sûr, il y a les contraintes des uns et des autres. Ces contraintes, il faut agir sur ces contraintes. C'est-à-dire le fait d'avoir l'autonomie financière, culturelle, éducative, etc., qui lui permet, si elle n'en peut plus, de décider de partir ou de dire stop, je ne veux plus. Donc le problème c'est que même si elle est consciente, si elle ne veut pas, il n'y a pas de femmes qui acceptent les violences. Mais, comme je dis, parce qu'elles n'ont pas le choix. Et l'entourage. Elles n'ont pas le Quel est choix. le rôle de l'entourage? L'entourage, il va aller plus dans le sens On de... entend souvent Tzadda et Hamskina, mais les gens ne font rien. Est-ce qu'il y a aussi, l'entourage est important pour que, on va pas parler de délation, mais que les gens puissent aller dénoncer, dire voilà, témoin que ce soit dans le cadre de violences conjugales, est-ce qu'il y a un filon à exploiter à ce niveau-là? Excusez-moi, passez-moi l'expression. Si vous vous rappelez l'histoire des petites bonnes, ce qu'on appelait. Il y a eu quelque chose de très intéressant qu'on a observé, c'est qu'à force d'en parler, de sensibilisation, etc., on commence à assister à un phénomène où les voisins commencent à appeler et à dénoncer, en disant, dans cet appartement, dans cette maison, il y a une petite bonne, elle est frappée, elle est maltraitée, etc. Mais le problème, c'est que pour les violences conjugales, je vous ai dit dès le départ, c'est accepté. C'est-à-dire que les gens disent, voilà, c'est son mari, on ne va pas intervenir, c'est son mari, c'est son affaire. Moi, je dis déjà que il faut travailler sur la capacitation. La prévention, c'est ça. C'est en fait, vous dites que ce que c'est la prévention, c'est pas seulement l'école ou les médias et tout ça, et des campagnes et des... Non, c'est faire des politiques de travail pour promouvoir l'éducation des femmes, le travail. C'est l'intégration, tout ça. Oui, c'est intégré. Ensuite, bien sûr, tout le travail de sensibilisation, etc., etc. Et donc, c'est un chantier complexe. En fait, les violences fondées sur le genre, c'est quoi? C'est un indicateur de... C'est un révélateur. Vous savez, le produit qu'on met pour révéler, c'est un révélateur. Avec l'arrivée du numérique, on l'utilise plus. C'est un révélateur de tous les maux et de tous les travers et tous les problèmes et le retard que nous avons dans notre société. D'un point de vue psychologique, on l'a abordé tout à l'heure, je voulais y revenir. Je vais pas faire je vais pas m'improviser psychologue, mais on sait que dans une cellule familiale, soit les enfants reproduisent fondamentalement le schéma auquel ils ont assisté pendant toute leur enfance, soit ils le rejettent totalement. Mais alors aujourd'hui, le rôle, encore une fois, je vous pose la question, le rôle de la mère, qui souvent est en charge de l'éducation des enfants, quelles que soient les couches sociales, est-ce que finalement, elle n'a pas aussi ce rôle de, même si elle est victime, de dire attention, ma fille, ne te fais pas traiter comme ça, ou attention, mon fils, ne traite jamais ta femme comme ça. Oui, tout à fait. Donc, juste pour vous rappeler une chose, c'est que nous apprenons tous, dès notre jeune âge, par imitation et mimétisme. Donc, souvent, on a tendance à reproduire le schéma dans lequel l'enfant a évolué, dans lequel il a grandi. Quand il y a violence, ce qui se passe, l'enfant, donc, ou les enfants victimes, entre guillemets, parce que c'est les premières victimes de toute violence au sein de la famille, il y a plusieurs sortes de réactions. Vous avez l'enfant qui va se ranger du côté de la mère, donc il va devenir le protecteur. Il devient victime aussi, parce qu'il va subir, mais psychologiquement, les mêmes effets que que ce soit un garçon ou une fille, bien sûr. Voilà, quand je dis l'enfant, oui, que ce soit garçon ou fille. Vous avez l'enfant qui va se ranger du côté du père, quand c'est le père qui est normalement... Il va se développer dans sa tête une image que sa mère mérite ce qui lui arrive, quelque part. C'est-à-dire, tout dépend donc de la relation entre l'enfant et le père. Et vous avez l'enfant qui va être neutre, en quelque sorte. Il va être avec l'un et avec l'autre, parce que toutes ces situations vont engendrer des troubles plus tard. C'est pour ça que nous rencontrons des enfants qui ont des troubles du comportement, toutes sortes de troubles du comportement qui vont se répercuter sur leur épanouissement, sur leur développement, déjà surtout psycho-affectif, et ça va donc aller jusqu'à leur développement scolaire et tout le reste. Donc ce qui arrive, c'est que normalement, quand ils sont pris en charge, même si c'est des enfants, il faut qu'on leur fasse prendre conscience de ce qu'ils ont vécu et comment ils ont
emmagasiné cette violence, comment ils ont emmagasiné cette situation pour que, quand il y a prise de conscience, ils savent quel est le comportement à adopter par la suite. S'il n'y a pas prise de conscience, on va avoir tendance à reproduire le même schéma. Comme quand je dis souvent aux parents, quand j'ai affaire aux parents, je leur dis, pour bien communiquer avec vos enfants, vous êtes normalement censé connaître votre propre passé psychologique, votre propre histoire psychologique. Souvent, les parents se retrouvent en train de reproduire les mêmes erreurs, peut-être les mêmes comportements qui leur a été en quelque sorte transmis par leurs propres parents, s'ils ne se remettent pas en question. Et c'est pour ça que ça donne une espèce de... ce comportement violent, il se présente comme... On assiste à une spirale, une espèce de spirale de la violence. Et donc, par transmission culturelle, par transmission familiale, c'est pour ça que je dis toujours, il faut revenir à la base, il faut partir du point de départ, qui est l'éducation, parce que la relation justement à la mère est quelque chose de très, très important, de décisif dans le développement et dans l'avenir de manière générale de l'enfant. L'espace public, on l'a dit, le harcèlement qui est, on va dire, verbal, que subissent les femmes dans la rue. On a parlé d'une pénalisation, justement, de cet harcèlement dans l'espace public. Vous y croyez? Je veux dire, concrètement, comment on peut mettre ça en place? C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des brigades de femmes qui soient basées seulement là-dessus? Non, mais je pose la question, parce qu'à un moment, si on est dans une société, je vais me faire abrouer, mais on est quand même dans une société machiste, hein, mais on n'est pas les seuls quand même. Hein. On peut, même au sud de l'Europe, on l'est aussi. Mais est-ce que quelle est la solution dans l'espace public? Pénaliser, d'accord, mais comment on va faire pour prouver qu'une femme, on lui a dit, voilà, on l'a harcelée verbalement, on l'a suivie pendant quelques mètres. Comment on peut mettre ça en place concrètement? Écoutez, je reviens à mon introduction de débat, c'est que c'est pas seulement du harcèlement, c'est des insultes, c'est parfois des agressions, c'est insupportable. Au mieux, je dis au mieux. Oui, hein, c'est insupportable et je crois que les jeunes femmes le vivent plus que... C'est insupportable et justement j'étais en train de réfléchir en écoutant, en suivant le débat, c'est qu'on a tendance à ramener la violence juste aux violences conjugales. Or l'enquête de prévalence, elle montre que ce sont les violences dans l'espace public, dans le milieu urbain qui sont prévalentes. Par contre, dans le milieu rural, ce sont plus les violences, bon, on sait pourquoi. On est à 40%, c'est à peu près. Enfin, dans l'urbain, ce sont les enquêtes dans l'espace public qui sont prévalentes. Et ça devient insupportable. Je crois que c'est quelque chose qui, d'ailleurs, je pense, peut mobiliser beaucoup de gens, des hommes et des femmes, parce que les pères, ils ont des filles, des adolescentes qui ne peuvent plus sortir, moi, il y a une enquête qualitative à Casablanca qui est très intéressante, sociologique, où des femmes disent moi, je suis obligée de faire passer le scanner à ma fille avant de sortir. C'est-à-dire, il y a des stratégies d'évitement incroyables. On va s'habiller et on va se coiffer, maquiller, pas maquiller, mettre gilet, mettre, je sais pas, foulard, en fonction de le lieu qu'on va fréquenter, l'heure de sortie. Non, c'est absolument insupportable. Et donc, souvent, Pardon l'aspect vestimentaire ne règle rien. Hein. Non, il ne règle rien. Je ne sais pas si dans l'étude, ce serait intéressant de voir les femmes qui portent le foulard ou pas se font moins harceler que d'autres. Je pense pas. Si. Dans certains quartiers. Si on porte une mini-jupe ou un pantalon un peu collant, là, on risque de se faire lyncher. Et l'enquête, elle le montre. Elle montre que les violences sont plus prévalentes vis-à-vis, à l'égard des femmes qui sont habillées d'une manière moderne. Elle ne dit pas moderne, qu'est-ce que ça veut dire, mais je suppose pas là-bas et pas la robe jusqu'au pied. C'est vrai qu'on a toujours dit pour justifier, mais je pense que même celles qui sont, j'allais dire, correctement ou suffisamment couvertes, n'échappe pas non plus au harcèlement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est une appréciation. Voilà, arrêtez, c'est discriminant, ça aussi. Oui, correctement, non, mais chacun peut trouver que ça, c'est correct. Par rapport à moderne, non. Parce que, regardez, moi je vous dis, c'est une enquête sociologique. Dans certains quartiers de Casa, être en blue jean est perçu comme correct. Dans d'autres quartiers de la même ville de Casa, être en blue jean serré est considéré comme étant incorrect. Et les femmes doivent faire des stratégies en fonction de ça. Je vais aller à Sidi Brnossi, je vais m'habiller d'une certaine façon, je vais en ville, je vais lâcher mes cheveux. Donc il y a un véritable problème. C'est une atteinte flagrante à la liberté. Je ne sais pas qui peut décider qu'est-ce qui est correct, qui ne l'est pas. Et dans quel quartier et par qui, etc. Donc je veux dire que moi je pense qu'il faut parler de violence conjugale,
Mais ne pas oublier que ce qui se passe dans la rue est absolument inacceptable et choquant, surtout pour les jeunes femmes. Ça devient un véritable casse-tête que de sortir dans la rue, tout simplement. Hein. Il faut penser des heures avant comment je vais faire, comment je vais m'habiller, par où je vais passer, à quelle heure je vais passer, par qui je vais être accompagnée. Parfois, se faire accompagner juste par un petit frère de 10 ans permet de maximiser un peu la sécurité. Voilà. Et voilà, et c'est très profond. On revient au point de départ qui est la question des inégalités hommes-femmes. L'enquête de prévalence que nous citons depuis le début de cette émission sur cette question de l'espace public, et quand on prend la tranche d'âge de moins de 35 ans, mais les femmes, elles sont à plus de 70%. Le 6 millions dont on parlait, 62,8. Là, c'est toutes les femmes de 18 à 64 ans dans l'enquête de prévalence. Mais si vous prenez une tranche, vous allez observer, et que vous prenez les moins de 35 ans, eh bien, c'est plus de 70%. Et ceci c'est profond. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça amène? Ça amène qu'on revient à la question d'épanouissement et d'accès à l'espace public pour les femmes. Ça fait que les femmes vont se sentir en insécurité, donc vont ne pas sortir, ne vont pas avoir la possibilité d'aller aux espaces culturels, d'aller écouter une conférence, d'aller au cinéma, d'aller tout simplement s'asseoir sur une terrasse de café. Donc ça limite, ça réduit leur liberté, et cette réduction de liberté est une réduction de leur possibilité d'émancipation, d'accès à des tas d'espaces où elles peuvent s'émanciper, apprendre des choses, échanger, se construire, évoluer, progresser. Donc, c'est comme si... Est-ce qu'on ne met pas le doigt sur le... Est-ce qu'on occulte une raison qui... on n'ose pas dire, qu'on peut parler de... frustration sexuelle dans le rapport à la femme. Non mais c'est vrai, qui fait qu'il y a une... Historiquement, c'est des rapports de domination. La femme, c'est à la maison les travaux domestiques, élever les enfants, faire la cuisine, torcher et faire le ménage. Historiquement, quand on disait avec Madame Nasseri, c'est la question de réviser les rapports de pouvoir, et de dire que la question, vous disiez tout à l'heure, l'éducation, c'est l'affaire des parents, tous les deux, les travaux domestiques, la même chose. L'enquête budgétant qui a suivi dernièrement du Haut Commissariat au Plan a aussi montré et confirmé ces pratiques-là. C'est-à-dire que de fait, on retrouve les femmes à la maison. Et donc c'est en fait comme si cette violence de l'espace public, en fait, elle renvoie les femmes chez elles. Elle les renvoie chez elles. Ça veut dire que l'espace public n'est pas le vôtre. Et voilà, il n'y a pas de protection, donc elles vont avoir moins de possibilités d'émancipation et d'accès. Dernier mot sur ma question par rapport... on n'a pas parlé de sexe dans l'émission, mais c'est la frustration. Mais c'est vrai. Pour rebondir sur ça, c'est vrai finalement. À la base, il y a une culture, il y a la conception même, je dirais, la perception de la femme dans une société ou bien déterminée, dans une famille, dans un quartier, comme dit l'Arabia, va faire à ce que cette femme va être traitée, disons, selon l'environnement dans lequel elle va évoluer. C'est-à-dire, à la limite, elle va se retrouver en train, pas de jouir de sa liberté, mais peut-être de vivre plus pour les autres que pour elle-même. Comme vous disiez tout à l'heure, il doit porter la djellaba pour aller à Sidi Barnossi, et il peut aller en short à Indiab, c'est vrai que selon l'endroit où il se trouve. Et on a eu des affaires pendant l'été. Leïla Hioui, on est aux dernières minutes de l'émission. Demain commence la campagne. En quoi ça va se concrétiser à partir de demain? Oui, alors demain sera adopté aux Nations Unies disons un cadre d'intervention pour la prévention à l'égard des femmes, donc disons, permettre aux États, aux décideurs, à tous les acteurs qui s'engagent pour l'éradication des violences à l'égard des femmes, d'avoir, disons, une espèce de théorie de changement, des axes d'intervention qui peuvent véritablement transformer les sociétés, les comportements et aboutir à ce que nous puissions avoir une possibilité que les femmes vivent une vie et on le voit à travers
travers le monde des Donc, monuments cette sera année, habillé. c'est la Bibliothèque À nationale au l'orange, Maroc. en orange, hein, voilà, avec, c'est pour ça qu'on portait tous cette écharpe ce soir. Et le musée des Beaux-Arts. Rabia Au Maroc, Nasseri. ce sera le musée des Le Beaux-Arts. Conseil non, mais je voulais juste vous dire, parce que je dois revenir au rendre, non, je dois Conseil. rendre l'antenne, je suis désolé. Je voulais juste vous dire, Conseil national des droits de l'homme, c'est pas discriminant déjà? Faudrait pas l'appeler droits des femmes et de l'homme? Non, je voulais C'est juste parler de la NDFH? loi contre les violences où nous avons présenté un mémorandum. Il est sur le site web du Conseil national des droits de l'homme. Allez le voir parce qu'il y a énormément, c'est vraiment une proposition complète. Conseil national des droits de la femme et de l'homme. Non, vous voulez pas? C'est NDFH? Non? Bah oui, ça serait pas mal. Avec un H majuscule. Je sais, voilà. Voilà, c'est une boutade. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route. À demain.